Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du cours de Système embarqué 2 sur les interruptions. Lors de la première semaine, on a étudié ensemble les interruptions logicielles, on a vu comment ça se passait au niveau de la machine. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les dernières parties ici, qui sont donc le principe d'interruption matérielle, interruptions multiples, qu'est-ce qui se passe lorsque plusieurs interruptions arrivent en même temps et comment ça fonctionne sur notre système Cortex A8, le processeur qu'on utilise dans le BeagleBone Black. Donc si je reprends la dernière chose qu'on avait vue la semaine passée, c'était la manière dont on initialisait les stacks des différents modes. On avait vu comment on configurait ce registre 13 dans les différents modes. Et on avait maintenant, on s'était arrêté ici. Donc là, on va reprendre avec l'interruption matérielle. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une interruption matérielle? Alors c'est comme son nom l'indique, c'est une interruption qui est produite par le matériel, par du hardware, contrairement à du software qu'on avait avant. Et si on regarde de manière assez générale, les périphériques qu'on a ici, comme un IO device, alors lui, il peut communiquer avec le processeur sur le bus. On a vu qu'il pouvait, il a un bus de données, un bus d'adresse, et puis on peut écrire des registres ou lire des registres d'un périphérique. Mais en plus de ça, le périphérique, il a une interrupt request line, ou une ligne de requête d'interruption, qui permet de signaler au processeur qu'il demanderait de l'attention. Par exemple, de dire j'ai quelque chose qui s'est passé chez moi, j'aimerais bien que tu réagisses maintenant à ça et qu'on puisse commencer à échanger des choses. Donc ça, c'est une manière que le périphérique a pour signaler au processeur qu'il a besoin d'attention. Et donc on appelle ça le Interrupt Request Line. IRQ, ça vient aussi de Interrupt Request. Et c'est cette ligne qui rentre dans le processeur et qui permet de déclencher l'interruption. Une fois que l'interruption elle est là, alors on a vu avec la pyramide qu'est-ce qui va se passer, puis le processeur il peut commencer à dialoguer avec le périphérique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et puis comment réagir à cette interruption. Et les différentes phases qui vont arriver à ce moment-là, c'est cette phase de pyramide qu'on a vue la semaine passée. Donc ça veut dire que lorsque la requête arrive, lorsque la ligne IRQ est activée, alors il termine l'instruction en cours, il sauve l'état courant. On avait vu que c'était le CPSR et le PC qui sauvent dans le SPSR et dans le link register du mode correspondant. Il gère la routine, donc il cherche l'adresse, il va appeler la routine d'interruption, il sert le périphérique et ensuite il revient au programme principal. Quand on a une interruption matérielle, alors on n'a pas qu'un seul périphérique sur un système. On en a plusieurs, on en a des dizaines, voire des centaines de périphériques qui sont disponibles sur un système embarqué. Donc la question qu'on doit se poser, c'est lorsque plusieurs périphériques sont là et qu'on a une ligne d'interruption, comment est-ce qu'on peut identifier le périphérique? Comment est-ce qu'on peut savoir quel périphérique a produit l'interruption? Quel périphérique a demandé de l'attention? Ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Puis la deuxième chose, c'est lorsqu'on a des requêtes multiples, lorsqu'on a plusieurs périphériques qui simultanément demandent de l'attention, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va gérer ces requêtes multiples? Est-ce qu'on doit les prioriser? Est-ce qu'on doit les séquentialiser? Est-ce qu'on peut les imbriquer? Est-ce qu'on peut faire qu'une requête vienne interrompre une autre? C'est les différentes questions qu'on doit se poser pour gérer ces différents systèmes. Nous, on aura un système où on va en principe les sérialiser et on va les servir les unes après les autres. Les demandes vont être servies les unes après les autres. On ne va pas faire des interruptions qui sont imbriquées. Mais on pourrait le faire. On pourrait imaginer que dans certains systèmes, on ait besoin de faire ça et on va le faire. Mais chez nous, pas. Donc voilà. Maintenant, pour identifier une interruption matérielle, si on a plusieurs périphériques, on a trois techniques qui permettent de faire ça. La scrutation logicielle, la priorité d'interruption ou l'interruption vectorisée. Commençons par étudier la scrutation logicielle. Là, l'idée, c'est qu'on va prendre chacune des lignes d'interruption de chacun de nos périphériques et on va les connecter entre elles avec un OR, avec des portes logiques OR. Ce n'est pas réellement avec des OR, mais c'est l'idée. C'est qu'on va connecter ça avec des portes logiques OR, on va faire un OU avec tout ça et on va aller vers le processeur. C'est comme si le processeur il avait une sonnette, il n'en a qu'une seule,
Et puis, quand quelqu'un va sonner, le processeur il doit maintenant savoir qui a sonné. Il y a une seule sonnette pour tout le monde. Tous les périphériques ont la même sonnette pour annoncer au processeur que quelque chose s'est passé. Puis là, le processeur, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit aller demander à chaque périphérique lequel est celui qui a sonné pour savoir lequel a besoin d'attention. Alors, comment il va faire ça? Chacun des périphériques qu'on a ici, lui, il a une liste de registres que je dessine comme ça. C'est tous les registres que le périphérique a à disposition. Et on peut interroger ces registres, nous, en passant par le bus. Lorsque je vais demander ici, en passant par le bus au périphérique des informations, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lire ces registres qu'il a, dont ce périphérique dispose. Et puis dans ces registres, on a souvent on a un registre de contrôle, et puis on a un registre d'état ou status. Et souvent dans ce registre d'état, on a quelque part un bit ici qui va nous dire I ou non I, est-ce que c'est lui qui a fait l'interruption ou bien pas. Donc quand on va nous demander à tous les périphériques pour savoir qui a déclenché l'alarme ou qui a levé l'interruption, on va en principe demander lequel de ces périphériques a ce fameux, ou lequel de ces registres, quel périphérique a un registre dont le i a été mis à 1. Peut-être pour un autre périphérique, ce i il est complètement ailleurs. C'est égal. Hein? Chaque périphérique va gérer sa propre manière, il a ses propres registres de statut qui ne sont pas forcément structurés de la même manière, mais tous ont au moins une manière de pouvoir savoir est-ce que c'est eux qui ont fait l'interruption ou bien pas. Et puis, c'est ce qui va nous permettre à nous après de déterminer l'identité de celui qui a fait l'interruption. Ok, donc la technique qui est derrière ça, on a une seule ligne, donc c'est un système qui est relativement simple à faire, hein. On a une seule ligne, tous les périphériques sont connectés avec ce OU, et on utilise ces fameux registres qui sont dans les périphériques pour pouvoir identifier ça. Donc, ils ont des registres de contrôle et d'état, des contrôles pour configurer le système. Là, nous, c'est plutôt les registres d'état. Les registres de contrôle permettront d'activer ou de désactiver l'interruption, de l'autoriser ou pas. Par contre, les registres d'état permettront d'identifier le périphérique qui a fait l'interruption. Et donc, dès que l'interruption arrive, ce que la routine doit faire, c'est qu'elle doit s'arrêter et puis interroger tous les périphériques pour savoir qui a fait l'interruption. Donc, on parle de scrutation logicielle. On va scruter, on va récupérer l'information chez tout le monde. Maintenant, dans quel ordre on va scruter les périphériques? On a soit la possibilité d'employer une priorité fixe, ça veut dire on définit des priorités pour chacun de nos périphériques, et puis on commence toujours par demander au périphérique qui a la plus haute priorité pour savoir si c'est lui qui a fait l'interruption, et puis ensuite on va sur les priorités décroissantes. Donc avec ça, on va toujours recommencer. À chaque nouvelle interruption, on commencera au périphérique qui a la plus haute priorité. Puis la deuxième manière de faire, c'est avec le tourniquet, ce qu'on appelle aussi round robin. Dans ce cas-là, dans le round robin, ce qu'on va faire, c'est qu'on a la liste de nos périphériques qui sont comme ça, qui ne sont pas forcément ordonnés par rapport à une priorité. Supposons que ce soit le périphérique 3 qui ait fait l'interruption. Donc nous, on va regarder ici, c'est pas lui, on va là, c'est pas lui, c'est là, ah ok, c'est lui. Donc, on va servir l'interruption. Et puis, dès qu'on a terminé, la prochaine fois qu'on a une interruption qui arrive, on ne va pas recommencer au début, parce que ça voudrait dire sinon que les premiers sont favorisés. Si vers la fin, un périphérique fait une interruption et puis qu'il y a toujours un premier qui est là, on ne va jamais le servir. Donc, ça veut dire que lorsque une nouvelle interruption arrive, on ne recommence pas au début, mais on commence ici, on commence après celui qui vient d'être servi. Ça, c'est l'idée du round robin ou du tourniquet. Donc ça veut dire qu'ils sont ordonnés comme par la première méthode, ou même ils peuvent être ordonnés de manière complètement différente, c'est égal, il n'y a pas d'ordre de priorité qui est là, mais la recherche débute. Au début, alors elle commence au premier, mais ensuite elle va commencer après celui qui a été servi. Donc comme c'est écrit ici, elle débute depuis le dernier périphérique servi. Donc elle va regarder le suivant, et puis comme ça évite de toujours avoir les mêmes servis en premier. Si un est à la fin, il a quand même des chances d'être servi une fois. Puis si on arrive au bout de la liste, alors on recommencera au début de la liste. Donc voilà, cette manière de déterminer qui a fait l'interruption, elle est simple à mettre en œuvre, elle est super simple parce que
au niveau hardware, on a juste ce ou logique à implémenter entre les différentes lignes d'interruption. Puis au niveau matériel, ben, c'est juste de faire une boucle qui scrute tout le monde. Donc c'est très très simple à faire. Par contre, elle peut être très très peu performante. Parce que du moment qu'on doit, par logiciel, demander à tout le monde, si j'ai une centaine de périphériques, ça va durer du temps jusqu'à ce que j'aille trouver le périphérique qui a fait la requête. Et si je suis interrompu souvent, alors je vais passer beaucoup beaucoup de temps à récupérer qui était fait là. Donc ce n'est pas un système qui est vraiment très très populaire ou très efficace. Dès que ça va dépasser une trentaine de périphériques, ça risque de prendre beaucoup beaucoup de temps. Donc là, l'autre solution, c'est de se dire, on va utiliser des différentes lignes d'interruption. À la place d'avoir une seule sonnette, par exemple là, si j'ai 3 périphériques, je mettrai 3 sonnettes. Et chaque périphérique aura sa propre sonnette. Chaque périphérique aura sa propre ligne d'interruption. L'avantage de ça, c'est que maintenant, j'ai plus besoin de rechercher qui avait fait. Je sais ici, quand le microprocesseur, lui, il voit directement quel périphérique a fait la chose, parce qu'il voit plusieurs lignes. Donc il sait que s'il reçoit quelque chose sur l'IRQ1, eh ben, il sait que c'est le périphérique 3 ici qui a fait l'interruption. Il ne doit plus les demander, il le sait, parce qu'on a une priorité. Et cette priorité, elle est aussi ensuite utilisée lorsque plusieurs vont faire une interruption en même temps. Si typiquement tout le monde fait en même temps, comme le processeur sait qui a fait ce qu'il a fait, il a sa liste de priorités. Il sait par exemple que le IRQ1 c'est la plus haute priorité ou l'IRQ3 c'est égal. C'est comment on va définir ça. Mais en principe, il peut après traiter les interruptions multiples d'après sa liste de priorités qu'il a à l'intérieur. Donc voilà comment ça fonctionne. On a plusieurs lignes de requêtes d'interruption. On affecte à chacune des lignes une priorité. Comme ça, en cas d'interruption multiple, on sait laquelle servir en premier. Donc voilà pour les explications sur ça. Alors, cette manière de fonctionner, si je reprends ici ce slide, cette manière de fonctionner, elle est bien, elle est efficace, on arrive à rapidement savoir qui c'est. Le désavantage de cette solution, c'est que si j'ai une centaine de périphériques, eh ben, j'ai besoin d'une centaine de pattes physiques sur mon microprocesseur pour récupérer toutes ces données. Et puis, ben, je vais aussi devoir avoir une logique interne qui devra déterminer laquelle de ces pattes est là. Donc, j'ai besoin d'électronique pas mal pour pouvoir faire un système comme ça. Et puis l'idée, c'est de se dire, ok, ben pourquoi embêter le processeur à gérer ces interruptions? Est-ce qu'on ne pourrait pas déléguer ça à quelqu'un d'autre? Et c'est ce qu'on va faire quand on va faire les interruptions dites vectorisées. Dans ce cas-là, on utilise un composant électronique supplémentaire, un périphérique supplémentaire, qui est ici cet interrupt controller, et lui reçoit les lignes de tous les périphériques. Donc c'est lui qui a besoin d'avoir beaucoup de pattes, c'est lui qui fait recevoir les périphériques. Mais c'est ok s'il lui a beaucoup de pattes parce qu'il fait que ça. Le processeur, lui, il fait encore autre chose. On aimerait peut-être contrôler des caressiers, contrôler des périphériques qu'on aimerait connecter directement au processeur. Et on n'aimerait pas forcément avoir des tas de pattes gaspillées pour cette interruption. Alors que lui, ben, c'est son seul rôle. Donc c'est ok s'il a toutes ces pattes-là. Donc lui, là, il va connecter tout ce monde-là, et puis il a une seule ligne qui va vers le processeur, qui va lui dire, maintenant quelque chose s'est passé. C'est comme si on peut prendre l'analogie de notre sonnette d'avant. On a quand même une sonnette sur le microprocesseur, mais on a un concierge devant. On peut dire que ce interrupt controller, c'est comme un concierge. Quand un des périphériques ici demande quelque chose, il va sonner vers le concierge. Puis le concierge, il a lui toutes ces sonnettes qui sont là, puis il voit, il dit périphérique 1 vient de sonner, et puis il sonne au processeur avec une seule sonnette en disant, voilà, c'est le périphérique bleu, dans l'exemple ici, qui a sonné. Alors il ne peut pas lui dire que c'est le périphérique bleu comme ça, quoi. Il a juste un bouton, lui. Donc il peut dire, ok, quelqu'un a sonné. Il envoie une interruption au processeur, puis il dit quelqu'un a sonné. Puis maintenant, à la place de faire du polling, à la place que le microprocesseur il doit demander à tout le monde qui a sonné, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste demander au concierge. Il va demander à l'interrupt controller pour lui dire qui c'est qui a sonné. Puis l'interrupt controller il dira c'est le bleu qui a sonné. Parce que lui, il sait, lui, il a toutes les sonnettes qui sont chez lui. Donc il pourra dire au microprocesseur c'est le bleu qui a sonné. Puis le processeur il pourra dire ah ok, donc maintenant je vais travailler avec ce bleu et puis je vais voir qu'est-ce qu'il avait besoin, de quoi il avait besoin.
Donc, c'est ce principe d'interruption vectorisée. Ça utilise un périphérique supplémentaire, cet interrupt controller, qui lui, si vous voulez, on a délégué le rôle de gérer l'interruption à un device supplémentaire, qui est cet interrupt controller. Et comment est-ce que le microprocesseur peut dialoguer avec l'interrupt controller? Cet interrupt controller, il a des registres. Il a également des registres à disposition. Et lorsque l'interrupt controller dit au processeur, maintenant j'ai quelqu'un qui a sonné, dans un de ces registres-là, on aura le numéro du périphérique qui a sonné. Et quand le microprocesseur veut savoir qui c'est, il n'a qu'à lire ce registre dans le contrôleur et il saura automatiquement, directement, quel périphérique il doit traiter. Donc là, c'est une bonne manière de faire les choses, c'est très efficace et on économise avec ça aussi les pattes du processeur. Peut-être le désavantage de cette solution-là, c'est qu'il nous faut du matériel en plus. Il nous faut cet interrupt controller, il nous faut ce hardware supplémentaire pour réaliser ça. Donc si on regarde la définition encore maintenant, cette interruption vectorisée, c'est la capacité d'un contrôleur à connecter, identifier et prioriser une grande quantité de périphériques. C'est ici aussi, s'il y en a plusieurs qui sonnent en même temps, c'est l'interrupt controller qui va donner la priorité, et puis il va dire au processeur, ou quand le processeur va lui demander, il lui dira c'est lui, alors que peut-être les autres avaient déjà aussi demandé, mais par rapport à une liste de priorités que l'interrupt controller connaît, il pourra donner la bonne information au microprocesseur. Donc, c'est les différents rôles que l'interrupt controller doit faire. Il doit pouvoir connecter tous les périphériques, il doit pouvoir identifier qui a fait l'interruption et les prioriser si on en a plus qui sont en même temps. Donc, ça veut dire chaque périphérique est connecté directement au contrôleur avec sa ligne d'interruption. C'est ce qu'on avait vu ici. Si je reprends ici l'image ici, c'est ces lignes qu'on a ici au début, où tout le monde est connecté, tous les périphériques sont connectés sur l'interrupt controller. Et le contrôleur, lui, a ensuite une logique qui permet de faire cette priorisation et cette identification. Ensuite, lui active une ligne d'IRQ vers le processeur pour lui dire que quelque chose s'est passé. Et lorsque l'interruption arrive, le processeur obtient ce vecteur d'interruption ou l'identité du périphérique en demandant à l'interrupt controller qu'il l'a fait, en lisant un registre du contrôleur qui contient cette information de savoir lequel de ces périphériques a produit l'interruption. Alors, si on regarde maintenant sur le processus, donc ça c'est une manière assez générique, c'est trois manières de faire, scrutation, priorité ou vectorisation, ces trois manières globales qu'on peut imaginer sur n'importe quel système. Maintenant, si on regarde plus en détail comment fonctionne notre microprocesseur qu'on a nous, on a sur les processeurs ARM, ils ont déjà prévu d'avoir deux sonnettes ou deux lignes d'interruption, ce qui permet de faire donc l'interruption par priorité, où j'ai le IRQ et le FIQ qui sont là, j'ai deux lignes, deux boutons, et le FIQ a une priorité plus élevée que l'IRQ. Mais chez nous, pour rappel, on n'a pas de FIQ. Sur le BeagleBone Black, le processeur choisi, il n'utilise que le IRQ, il n'implémente que le IRQ, mais ARM, dans sa définition du processeur, permet en principe d'avoir ces deux types d'interruption, ce qui nous permettrait facilement de connecter deux périphériques, par exemple un périphérique avec une priorité plus élevée qu'on mettrait sur le FIQ et un périphérique avec une priorité plus lente qu'on mettrait sur l'IRQ. Et ces deux lignes, IRQ et FIQ, on va les contrôler avec les flags qu'on a dans le status register, dans le CPSR. On a ces bits I et F qui permettent de contrôler si l'interruption est autorisée ou bien pas, ou ça vous permet de la masquer. On a ici le bit I permet d'autoriser les interruptions de type IRQ et le bit F permet d'autoriser ou de masquer les interruptions de type FIQ. Si le I est à 0, l'IRQ peut arriver. Si le F est à 0, le FIQ peut arriver. Donc on va mettre un 1 pour les masquer. 0, ça veut dire qu'elles sont autorisées. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant lorsqu'une interruption arrive? Si j'ai une interruption de type IRQ qui arrive, alors automatiquement le bit I est mis à 1 pour éviter qu'une deuxième interruption de type IRQ vienne interrompre la première.
Donc automatiquement, dès que le IRQ arrive, on met le I à 1, mais je ne change pas le F. Ça veut dire que si le F est à 0, il reste à 0. Ce qui veut dire que si j'ai une interruption de type FIQ qui arrive, alors elle peut interrompre le IRQ. Et quand le FIQ arrive, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il met le I et le F à 1. En faisant ça, il s'assure que ni une interruption IRQ, ni une interruption FIQ puisse arriver. Donc avec ça, le fait de mettre lorsque j'ai une interruption FIQ qui arrive, je n'autorise plus aucune interruption, ni une FIQ, ni une IRQ. Par contre, si j'ai qu'une IRQ, une FIQ peut encore arriver. Et finalement, on continue le traitement comme d'habitude. Ces priorités qu'on a vues au niveau des pins entre le IRQ et le FIQ, le processeur, il l'a également pour sa table des vecteurs. Si je reprends ici la table des vecteurs qu'on avait vu, on a un vecteur reset, on a un undefined instruction, on a des aborts, on a l'IRQ qui est ici, on a tout un tas d'interruptions. Et ces interruptions là aussi ont aussi une priorité. Si je reprends le slide ici, on voit que le reset a la plus haute priorité. Un data abort aurait par exemple la priorité sur un IRQ. Si j'ai en même temps un IRQ qui arrive et un data abort, le processeur, dans sa table des vecteurs, il va d'abord servir le data abort parce qu'il a une priorité plus élevée. Donc ce concept de priorité, il existe non seulement sur les deux pattes IRQ et FIQ, mais il existe également dans le microprocesseur par rapport aux différentes entrées de la table des vecteurs. Maintenant, donc en plus d'avoir cette ligne d'interruption IRQ, éventuellement FIQ, mais chez nous que l'IRQ, notre microprocesseur, notre processeur du BeagleBone Black, il a également un Interrupt Controller. Il a un INTC. Il a un périphérique qui permet de jouer le rôle du concierge et de récupérer tous les périphériques internes et de ensuite prioriser ça, identifier ça et avec sa ligne, d'aller signifier au processeur qu'est-ce qui s'est passé. Puis ensuite, le processeur, il peut demander à l'INTC en questionnant le bon registre pour savoir ce qui s'est passé. Et puis savoir avec ça laquelle de ces entrées a généré une interruption. Maintenant, dans les périphériques qu'on a, notre système gère 128 périphériques. Hein. On a 128 périphériques qui sont connectés à l'INTC. Et l'INTC, lui, il a une seule ligne ensuite vers le microprocesseur. Et dans ces 128 périphériques, on peut avoir soit des périphériques internes, typiquement des timers, ça peut être des cartes réseau, ça peut être des ports série, ça peut être de l'IKRC qui reçoit n'importe quoi. Tous les périphériques qu'on a à l'intérieur du processeur sont ici. Et on a également des GPIO. GPIO pour General Purpose Input Output, qui sont aussi des périphériques. Hein, c'est aussi des périphériques internes, mais eux ont également une ouverture vers le monde extérieur. Les GPIO, ils ont des pattes qui peuvent être connectées sur le monde extérieur, sur lequel on pourrait par exemple mettre un bouton ou une LED ou une lampe. Donc on peut utiliser des périphériques externes qui sont réellement en dehors de la carte, qui ne sont pas simplement sur le silicium, mais qui sortent sur la carte au travers de ces pattes. Et si on regarde maintenant les différentes étapes qui vont se passer, supposons que j'ai ici un bouton poussoir. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je presse sur le bouton poussoir? Le bouton poussoir, il va être connecté à une patte du GPIO. Puis le GPIO, il va se dire « Ah, ok, le bouton poussoir a été pressé. » Donc le GPIO, il va sonner vers le concierge, il va aller vers l'INTC en disant « Eh là, j'ai un bouton qui a été pressé, il faudrait qu'on gère ce problème-là, ou qu'on gère cette action-là. » Puis l'INTC, il va dire « Ah, ok, d'accord, alors j'informe le processeur. » Il informe le processeur avec sa ligne IRQ, puis le processeur, il va rentrer dans la route d'interruption. Il a dit, ah ok, une interruption matérielle, d'accord. Donc c'est l'IRQ. Donc comment est-ce que je peux savoir qui a fait ça? Demandons ça à l'INTC. Donc lui, il va demander à l'INTC, puis l'INTC, il va dire, c'est le GPIO qui l'a fait. En fait, en réalité, on a plusieurs GPIO. Hein. Mais supposons qu'on n'en ait qu'un, et puis le processeur, il va dire, ah ok, l'INTC, il dit, c'est le GPIO qui a fait ça. Puis le processeur, il dit, ah d'accord, bon, ok, alors je demande au GPIO. Puis il va demander au GPIO, puis il va dire quelle est la ligne qui a été, laquelle de tes pattes a fait quelque chose, sur laquelle des entrées, parce que peut-être j'ai plusieurs sonnettes, peut-être j'ai plusieurs choses qui sont là, laquelle de tes, ou plusieurs boutons, lequel de tes boutons a été pressé,
Et là, le GPIO, il va nous dire, ben voilà la liste de tous les boutons pressés, et puis maintenant, on recherche là-dedans celui qui a été pressé. Donc, si on regarde quelles sont les techniques qu'on a utilisées dans notre système, quand on a utilisé l'IRQ, on a utilisé un système de priorité, parce qu'on aurait pu, si on l'avait, on ne l'a pas, mais on aurait pu aller sur un FIQ ou sur un IRQ. Donc là, on a utilisé un système de priorité. On a aussi utilisé un système de priorité à l'intérieur, dans la table justement des vecteurs, pour pouvoir choisir lequel a été fait. Puis ensuite, quand on a demandé à l'INTC, on a utilisé un système vectorisé. On a le processeur qui a demandé à l'INTC pour savoir qui avait été pressé, quel périphérique a fait une interruption, et pour ça on a employé le système vectorisé. Puis ensuite, quand le GPIO nous a donné la liste de toutes les pins qui ont été utilisées, puis c'était à nous de chercher là-dedans laquelle a été réellement faite, alors on a utilisé ici de la scrutation. Donc quand on presse un bouton, on a les 3 techniques de traitement d'interruptions multiples qui sont utilisées: priorité, vectorisé et scrutation. Priorité au niveau du processeur, vectorisé au niveau des périphériques qui passent dans l'INTC, et la scrutation au niveau du GPIO pour savoir laquelle des pattes a été pressée. Donc voilà notre INTC qu'on a ici, qui joue un rôle vraiment important dans notre microprocesseur, parce que c'est lui qui est capable de connecter les 128 périphériques qu'on a, et qui est capable de ensuite gérer la priorité et de générer le vecteur d'interruption pour pouvoir dire au processeur qui il doit traiter directement. Donc si on regarde qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cet INTC, on avait ici les 128 lignes qu'on a ici de possibles. Et bien chacune de ces lignes, elle va être composée de ces différents éléments. Donc ça, c'est la ligne qui vient depuis le périphérique. On arrive ici dans un OU, dans une porte OU, et on voit qu'on a également un bit. Alors ici, c'est un bit. Ces cases vertes, ça correspond à un bit du registre de configuration de l'INTC. Donc ça veut dire ce soft IRQ, on en a 128. J'ai le soft IRQ 0 jusqu'à soft IRQ 127. Et ça me permet quoi, ce soft IRQ? Ça me permet de simuler une interruption. Je peux, moi, par logiciel, mettre un 1 ou un 0 dans ce soft IRQ pour faire comme si une interruption avait eu lieu. Donc ça me permet de simuler. Ce soft IRQ ici, ça me permet de simuler l'interruption. Donc soit l'interruption elle est réelle et elle vient du périphérique, soit elle est produite parce que moi j'ai décidé de mettre un 1 dans le soft IRQ. Ça peut être vraiment pratique pour débugger ou pour comprendre qu'est-ce qui se passe en simulant ça. Donc du moment que soit c'est la vraie interruption qui est venue, soit elle a été simulée, dans l'un ou l'autre de ces cas, j'ai le signal qui arrive jusqu'à cette grosse porte E ici. Et cette porte E, elle va faire que l'interruption, elle est pour l'instant encore bloquée. Elle doit avoir deux autres conditions qui doivent être réunies pour que l'interruption continue vers le processeur. Ce qui doit se passer encore, c'est que déjà, elle ne doit pas être masquée. Elle doit être autorisée. Je dois lui dire qu'elle a le droit de passer. Donc soit en mettant un 1, soit un 0, ça on verra après la logique en détail, mais au niveau conceptuel, il faut que le masque permette à l'interruption de passer. Et puis le troisième critère, il faut que cette interruption ait le niveau de priorité suffisant pour qu'il puisse aussi passer. Parce qu'on a vu que l'INTC, il est capable de prioriser l'interruption, et il est aussi capable de bloquer une interruption qui n'aurait pas atteint un niveau de privilège suffisant, ou une priorité suffisante. Donc pour ça, chacune de ces entrées, on lui attribue une priorité, et puis on lui met un threshold, une limite. Et si la priorité, elle dépasse le threshold, ça veut dire que, ok, c'est une priorité qu'on est d'accord de traiter, et dans ce cas-là, on a aussi le 1 qui vient ici. Donc si toutes les conditions sont remplies, ça veut dire l'interruption a le droit de venir, l'interruption, elle existe réellement ou elle a été simulée, et l'interruption a une priorité qui dépasse la limite qu'on a fixée. Dans ce cas-là, l'interruption passe cette porte et arrive dans une logique qui va maintenant trier ses priorités. Cette partie-là, je l'ai 128 fois.
j'ai 128 fois cette partie d'électronique pour toutes mes entrées. Puis ensuite, toutes ces entrées vont arriver dans le trieur de priorité qui, lui, va aussi maintenant regarder s'il y en a plusieurs qui sont en même temps, qui va regarder laquelle a la plus haute priorité. On a aussi un registre de contrôle ici. Il y a un contrôle qui permet justement de contrôler, de gérer ce priority sorter. Et à la fin, on va avoir, pour nous, ce qui est le plus intéressant dans le système, c'est ce fameux IRQ vector, qui est le numéro de l'entrée qui a généré l'interruption. Et c'est ce IRQ vector qui va être aussi lu par le processeur pour déterminer quelle était la source de l'interruption. Donc ça, c'est comme ça que le système fonctionne. Dès que l'interruption arrive, elle est triée et elle est stockée. Le numéro, uniquement le numéro, on sait, c'est le périphérique numéro 13 qui a fait l'interruption, ou le 14. On a le chiffre exact dans cet IRQ vector. On n'a rien besoin de chercher ou de traiter ce nombre-là, on l'a directement. Donc, par rapport à ce niveau de priorité, et là, c'est ce threshold qu'on va définir ici. Chacune des sources pourra avoir un niveau de priorité qu'on va définir entre 0 et 127. Et puis ici, on va mettre ce threshold, cette limite ici. Si on le met à 0xFF, tout le monde a le droit de venir. Il n'y a aucune limite de priorité. Et puis si ensuite je mets 0, par exemple, si je mets le threshold à 0, ça veut dire que je bloque celles qui sont de basse priorité 0. On doit avoir au moins la priorité 1 pour arriver. Si je mets mon threshold à 1, je dois avoir au moins la priorité 2. Puis si je mets le threshold à 126, je dois avoir au moins la priorité 127. Donc il ne me reste plus que cette priorité-là. Donc en bougeant mon threshold ici, j'autorise un certain nombre de tous ceux qui sont là-dedans ont le droit de venir. Celles qui sont en dessous de cette priorité-là n'ont pas le droit de venir. Donc voilà, c'est par rapport à là. Dès que je suis en dessus de la priorité, c'est bon. Dès que je suis en dessous, c'est pas bon. Donc ça, on peut, chacune des... ce threshold donc, permet justement de fixer cette limite. Et ça explique comment fonctionne cette partie ici. Voilà. Donc on a vu le détail de ce qu'il y avait à l'intérieur d'une entrée de l'INTC. Regardons maintenant ce qu'on a à l'entrée d'un GPIO. Dans le GPIO, alors on a 4 GPIO, les ports 0 à 3. Avant, je vous avais dit, on avait plusieurs. Effectivement, on en a 4. Et chacun de ces GPIO a 32 broches ou 32 pattes sur lesquelles on peut connecter des interrupteurs ou des LED. Chacune de ces pattes peut être configurée soit en entrée, soit en sortie. Si on regarde ici la patte, elle peut être soit configurée ici en entrée. Dans ce cas-là, on va avoir un data in. On va pouvoir lire le bit qui correspond à cette patte. Ou alors, elle est configurée en sortie. Et puis dans ce cas-là, ce que j'écris dans data out va arriver sur la patte. Si j'écris un 1, je vais avoir 3 volts 3. Si j'écris un 0, j'aurai 0 volts sur la patte. Et pour savoir dans quel sens je vais, j'ai le output enable qui lui contrôle ces deux drivers et qui m'autorise soit la sortie, soit l'entrée. Donc en fait, ces deux-là, j'en choisis l'un ou l'autre. Grâce à l'output enable, grâce à ce flag-là, je vais choisir est-ce que je veux sortir, est-ce que je suis en output, ou est-ce que je veux entrer, est-ce que je suis en input. Si je suis en input, ce que je vais aussi pouvoir faire, c'est que ma ligne d'entrée ici, non seulement je pourrais lire la valeur de ma pin, mais en plus, cet input-là, il est aussi connecté à une logique d'interruption qui est contrôlée aussi par différents registres qui permettent de savoir comment est-ce que je vais traiter ça, et puis ensuite qui va me donner une interruption. Là, j'ai même 2 lignes d'interruption qui peuvent être utilisées. Dans la pratique, on va souvent n'utiliser qu'une, mais voilà, ils ont notre GPIO qu'on a ici, il gère 2 lignes d'interruption qui peuvent être gérées de manière différente en fonction des registres de configuration qu'on a ici. Et quels sont les configurations standards qu'on a ou quelles sont les différentes manières ou les différents modes d'interruption qu'on peut avoir. Si on regarde un signal électronique, mais peut-être avant ça, je vais vous faire regardons comment est-ce qu'on peut connecter un périphérique sur un GPIO.
Sur un GPIO, donc on a vu, on peut connecter une LED ou on peut connecter un bouton. Donc si on regarde au niveau de l'output, par exemple, commençons avec un output. Comment est-ce que je peux contrôler un bouton? C'est un peu petit ici, comme ça. Comment est-ce que je peux contrôler maintenant un bouton, une LED? J'ai mon microprocesseur qui est ici, et puis j'aimerais y connecter ici une LED. J'ai deux manières de faire ça. Soit je lui connecte la LED et la résistance vers la masse. Dans ce cas-là, le microprocesseur, il doit fournir du courant. C'est lui qui va fournir du courant pour allumer la LED. L'autre manière de faire, c'est que le microprocesseur, on va le connecter aussi à la LED et à la résistance comme ça, mais on va lui mettre ici le VCC ou le 3,3 volts dans notre système, et on va en principe faire que le microprocesseur, lui, il ne va pas devoir fournir du courant, mais il doit pouvoir le prendre, il doit pouvoir le tirer à l'intérieur de lui. Ça, c'est la différence. Donc ici, on doit sourcer du courant, et ici, on doit venir puiser le courant à l'intérieur de nous. Et souvent, c'est cette configuration qui est utilisée. Souvent, c'est plus simple pour où les microprocesseurs ils sont capables de tirer plus de courant à l'intérieur d'eux que d'en fournir. Souvent, électroniquement, ils sont capables de faire plus, de récupérer plus à l'intérieur que de pouvoir fournir du courant. C'est pour ça que souvent, une LED, elle va être connectée à un microprocesseur de cette manière-là, en faisant que le processeur il tire le signal. Ça veut dire que si je mets ici un 1 à la sortie de ma patte, je vais avoir un 3,3 V et la LED sera éteinte. Et si je veux allumer la LED, alors je dois mettre un 0 ici pour que ça connecte à la masse. Et dans ce cas-là, il peut tirer le courant et puis j'aurai la LED qui va s'allumer. C'est pour ça que souvent dans les outputs, ça sera inversé. Si je veux allumer la LED, je dois écrire un 0. Si je veux l'éteindre, je vais écrire un 1. Alors que si j'employais cette technique-là de source, alors là, avec un 1, j'allume, et avec un 0, j'éteins. Et puis si on regarde maintenant la manière de connecter un bouton, donc les boutons qu'on va utiliser, c'est des boutons poussoirs. Ils ont cette forme-là, ou ce mode-là. Le bouton, il est ouvert. Et donc j'ai mes deux pattes qui sont ici. Et lorsque je presse le bouton, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais presser le bouton et puis ça va faire le contact entre mes deux pins du bouton, et le courant peut circuler entre les deux. Donc maintenant, on reprend l'exemple du microprocesseur. J'ai un microprocesseur qui est ici. Et comment est-ce que je vais lui mettre le bouton? Alors, une des solutions, c'est de se dire, OK, ben, je mets un bouton ici, et puis je le mets directement sur le VCC, sur le 3,3 V. Puis dans ce cas-là, ben, quand je presserai le bouton, j'aurai 3,3 V qui va arriver sur la patte, et puis tout sera OK. Sauf que le problème de cette solution-là, c'est que la pin que j'ai ici, elle flotte, elle est pas connectée, elle est connectée à nulle part. Quand le bouton il est ouvert, cette patte-là, elle n'est pas connectée, elle n'a pas une valeur définie, elle est ni à 0 ni à 1. Et puis ça, on n'aime pas tellement, parce que ça va vraiment nous poser des problèmes pour la suite, d'avoir ces valeurs qui ne sont pas définies. Donc l'autre solution, ce serait de se dire, ok, ben, ce qu'on va faire, c'est que on va la forcer avec une résistance, on va la mettre sur la masse comme ça. Ça veut dire qu'au moins comme ça, elle a une valeur, elle, qui est 0 au travers de la résistance, mais j'ai le potentiel 0 sur cette patte. Et quand je presse le bouton, dans ce cas-là, je vais avoir un 1, parce que je vais connecter mon 3,3 V ici, et puis j'aurai un 1. Ça, c'est cette résistance-là, on va l'appeler une résistance de pull-down. Et ça peut fonctionner avec certaines technologies, mais là on va sortir un peu du cadre, mais dans la technologie CMOS, ça va fonctionner très bien. En TTL, par contre, il faudra une résistance qui sera relativement faible. Il nous faudra une résistance qui sera autour des 500 ohms si on veut faire ça en TTL. À cause de l'électronique, encore une fois, on sort d'ici du cadre du cours, mais la résistance, elle doit être trop faible. Et puis le problème d'une résistance qui est faible, ça veut dire que quand je presse sur le bouton, j'ai un grand courant qui va traverser la résistance, et mon système ne sera pas vraiment économique. Donc l'autre solution qu'on a trouvée, c'est à la place de mettre une résistance de pull-down qui va nous forcer le courant à 0, une résistance de pull-up. Ça veut dire que mon circuit ici, je vais lui mettre ici une résistance,
connecté à VCC. Et puis ce que je vais faire là maintenant, c'est que là, je vais lui mettre le bouton qui va me permettre de connecter cette patte à 0. Ça veut dire que quand je vais fermer mon bouton, alors cette patte-là sera connectée à 0. Puis quand le bouton est levé, quand il n'est pas pressé, la patte est connectée à VCC au travers de la résistance. Et là, je peux utiliser des résistances beaucoup plus grosses. Donc ça, c'est normalement, et donc vu que dans certaines configurations, le pull-up fonctionne mieux que le pull-down, on peut mettre une résistance plus grande, la plupart des circuits vont plutôt favoriser une implémentation avec une pull-up plutôt qu'avec une pull-down. Encore une fois, ça veut dire que c'est aussi inversé. Quand le bouton il est lâché, j'ai un 1 qui vient ici. Donc ça veut dire le bouton lâché 1 à l'input. Et quand je presse le bouton, je mets cette patte à 0, ou voilà, je connecte cette patte à la terre et j'ai un 0 qui vient. Donc bouton lâché, si je dessine comme ça, si le bouton il est lâché, j'ai un 1. Si le bouton il est pressé, j'ai un 0. C'est plus ou moins l'inverse de la logique. Le bouton, normalement, je dirais que s'il est pressé, j'ai un 1, mais dans l'exemple si on a une pull-up, alors c'est l'inverse. Et puis si on reprend de nouveau le circuit d'output avec la LED, c'est la même chose. Au niveau de l'output ici, j'ai mon VCC qui est ici, j'ai la résistance, j'ai ma LED que je vais tirer ici à l'intérieur du processeur. Et là aussi, si la LED s'allume, alors je mets un 0. Et puis si je veux qu'elle soit éteinte, alors je mets un 1. Et puis les résistances qui sont standards dans ce genre de configuration, souvent ici, on va utiliser 10 kΩ pour la résistance de pull-up. Ça, c'est une résistance qui est très élevée, mais c'est ce qui fait qu'on a peu de courant qui circule et ça marche très bien. Pour une LED, ici, on va avoir entre 220 et 330 ohms. Ça, c'est plus ou moins les standards qu'on utilise pour les. Après, normalement, il faut qu'on regarde bien quelle est l'intensité que la LED permet d'avoir, quelle est sa tension aux bornes, et puis quelle est la tension du VCC. Puis on calcule la résistance par rapport à ça. Mais si vraiment vous avez une résistance, une LED qui est un peu universelle, si vous choisissez une résistance de 330 ohms, souvent vous allez déjà avoir un bon résultat. Donc c'est un petit peu des valeurs comme ça standards qu'on va utiliser pour ce genre de choses. Donc, si on reprend dans le cadre de notre cours l'interruption qui est générée par un bouton, le bouton il est normalement au niveau haut parce que le bouton n'est pas pressé, donc la résistance de pull-up fait qu'il est haut. Puis ensuite, dès qu'on presse le bouton, on a un flanc descendant. Le système il passe de haut à bas. Puis ensuite, il va rester au niveau bas. Puis dès que je vais lâcher le bouton, il va revenir au niveau haut. Puis ensuite, il va rester comme ça au niveau haut. Dans la réalité, un bouton, il ne fait pas ça. Dans la réalité, un bouton, il fait ça, quoi. Il va osciller pour se mettre à 0. Puis dès qu'on va le lâcher, il va aussi osciller un peu, puis se mettre à 1. Ça ne va jamais être franc comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les rebonds des boutons. Et on peut avoir des logiques qui permettent d'enlever ces rebonds. C'est debouncers qui enlèvent ces rebonds, mais ça aussi on verra dans les travaux pratiques. Si on regarde au niveau idéal, le bouton il ferait effectivement il aurait ce comportement-là. Et nous on peut choisir, est-ce qu'on veut avoir une interruption tout le temps tant qu'il est haut? On pourrait faire ça. On peut dire que l'interruption elle arrive tant que le signal est haut, j'ai l'interruption qui arrive. Ou je peux dire j'ai une interruption tant que le signal il est bas. Tant qu'il est bas, le bouton de sonnette il est pressé. Ou alors, ce qui est beaucoup plus souvent utilisé pour des boutons poussoirs, je peux dire par exemple, je mets une interruption lorsque le signal descend. Et dès que j'ai traité l'interruption, alors je ne la fais plus. Si je le fais une interruption quand le signal il est en bas ici, et puis je dis c'est bon, j'ai vu que tu as sonné, tu peux arrêter, ben, il va continuer à sonner lui, parce qu'il a une interruption sur le niveau du signal et pas sur le fait que le signal a changé. Si par contre je mets une interruption sur un flanc descendant, il va me le dire qu'une seule fois. Il va me dire maintenant, ok, j'ai sonné. Et du moment que je lui dis c'est bon, j'ai vu que tu as sonné, il ne va plus ressonner. Donc ça c'est souvent, si on veut savoir quand le bouton a été pressé, on va simplement mettre une interruption configurer l'interruption pour qu'elle réagisse sur un flanc descendant. Et si je veux savoir quand le bouton a été lâché, dans ce cas-là, il suffit de mettre une interruption sur le flanc montant.
Et dans ce cas-là, je saurai quand le bouton a été lâché. Et puis, je peux aussi lui dire que j'aimerais une interruption sur les deux, soit quand il monte, soit quand il descend. Et dans ce cas-là aussi, je pourrais savoir quand il monte ou descend. Après, il suffira de lire la valeur du bouton pour savoir laquelle interruption j'ai eu lieu. Et puis en plus de ça, on peut aussi configurer quelle ligne on veut utiliser, la IRQ0 ou la IRQ1, par rapport à l'interrupt qu'on veut avoir. Donc ça permet de configurer ici. Donc ce mode-là, c'est justement de savoir dans quel type d'interruption on veut réagir, haut, bas, flanc montant, flanc descendant. Et puis ici, on configure ce qu'on veut avoir pour... On a l'état de savoir quel a été donc l'état et le contrôle. J'ai ici le status et le contrôle pour les IRQ 0 et 1, donc savoir laquelle j'ai levé ou comment est-ce que je gère ces différentes interruptions. OK? Donc avec ça, ça termine la partie théorique, donc le premier cours sur les interruptions logicielles. Et aujourd'hui, on a vu l'interruption matérielle. Alors merci pour votre attention et à bientôt pour la prochaine. À bientôt, au revoir.